You know, the sad truth is that I didn't really like them very much when I was a kid. You know, they would come over and sit on the couch, and they didn't speak English really at all until the day they died. And it was difficult to communicate with them. My grandfather would sit there, and he would look sad, and she would look sad, and together they would look sad, and I would be like, who are those grumpy old people on the couch? But then, of course, what happens is that I remembered the stories that my grandfather told me, and my grandmother told me through broken English, and my father would talk with me about them after they died, and all of a sudden I realized, well, I was probably a jerk and didn't pay enough attention to what they had to say, because who we are and who the household, what the household was, what the mood of the house was a direct result of them. And I started to think that this whole idea of the American dream, you know, where you come to the United States and it becomes fabulous and everybody's happy, and, you know, that's the end of the movie where there's a big pot of gold at the end of the rainbow, is not really the case at all, particularly with my grandparents, who had a great melancholy. You know, they really sort of missed the old country, which I never understood because they were persecuted there, but they missed it terribly, and that sense of longing really came out in the household in a way that I can't describe, in the mood of the house. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 11. Cette semaine, émission Mensch Power, cave et jambes en l'air. On ne veut pas fermer nos yeux, on ne veut pas s'endormir parce que vous nous manqueriez et on ne veut rien louper. Parce que l'on rêve de vous, le plus doux des rêves n'arrangera rien, vous nous manquerez toujours baby et on ne veut rien rater. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation francisée de ma part de I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith sur la bande originale de Armageddon. Donc, car d'Armageddon, il va en être question ce soir à l'occasion de la sortie du dernier film de James Gray, Armageddon Time, sorti en France il y a 2 semaines. Et ensuite, nous parlerons de 2 sorties récentes du film, de films d'horreur. Tout d'abord, Barbarian de Zach Cregger et ensuite X de T. West. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, pour une fois à ma gauche, il y a... Dans l'émission, car on va parler de choses qui font peur et de mystères, et il aime bien ça, il y a le docteur Massuet. Salut JB. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Mais aussi de retour dans cette émission pour la première fois de cette saison, et c'est un grand plaisir de la revoir. Il y a donc Justine, bonsoir. Bonsoir. Le docteur Erwan devrait arriver sous peu, il est actuellement en trajet, et à la mise en son de cette émission, ce soir, pour la première fois, incroyable, il gère ça comme un pro, comme un roi, comme un chef. Il y a Thibaut. Bonsoir Thibaut. Salut à tous, c'est la merde. Donc voilà, parce que Valentin s'excuse car pour des questions bêtes salariales, donc il n'est pas là ce soir, mais donc Thibaut supplée à son absence avec un talent et un génie absolument indéniable. Ça va bien mon cher Thibaut ? Ouais, c'est compliqué à gérer, mais on va essayer. Si tu veux, on pourra chanter les chansons au moment où elles se feront passer. Était-ce plus compliqué que ton dimanche ? C'est tout pareil, tu vois. Il y a une espèce de fébrilité ambiante. Là. Un genre de flou artistique. Oui, voilà. Donc très bien. Donc avant de passer à la section critique de cette émission, nous allons passer aux agendas. J'ai les virgules pas s'élancent. du tout. Je l'ai pas. Bon, bah écoute, je vais faire sans virgule. Ça va pas continuer comme ça longtemps, je te le dis. Donc, agenda local pour commencer au tambour demain. Eh bien, c'est le même programme que la semaine dernière parce que je m'étais gouré dans mes annonces la semaine passée. Ah, là, c'est propre, ok, super. Exactement. Pro, hein. Donc, ce sera comme la semaine dernière, soirée Odyssée avec un S entre parenthèses, comme si c'était un film français, avec à 18h Où est la maison de mon ami de Abbas Kiarostami et à 20h30 le merveilleux formidable The Swimmer de Frank Perry avec un Burt Lancaster au sommet de son game. Indépassable. Absolument. Ouais.
Film tip top. Sans doute un des meilleurs films du Nouvel Hollywood en fait. Un des meilleurs films de piscine. Ouais. De ce clair. sous-genre particulier qui est plutôt privilégié en général par le cinéma français pour mettre des jeunes filles à poil, mais là en l'occurrence, le Nouvel Hollywood c'est pour mettre Burt Lancaster Voilà, dans c'est un poil. de salles, de ambiances, de style. Donc voilà, à vous de choisir. Il vient de nous rejoindre actuellement, il y a donc le Dr. Erwan. Décidément, cette émission est pleine de surprises. Et ce n'est pas fini, je pense. C'est pas fini, je pense. En fait, ça va être un peu comme Barbare, il y aura des ruptures de ton. C'est ça, va c'est être, ça. Il y aura des... Barbara, t'as dit Barbare. Ouais, pardon. Moi, je dis le titre français, tu vois, Ah oui, je Barbe. francise comme Armageddon. Et c'est ça, exactement. Bonsoir, Erwan. Bonsoir. Donc voilà, donc sinon je le rappelle, mais ça sera le mois prochain, donc le 18 décembre, dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, ce sera Aliens de James Cameron, qui donc sortira 4 jours après la sortie de Avatar 2, The Way of Water. Donc voilà, on en reparlera aussi, je pense que Un petit quand peu, Monsieur oui, vite Massuet repassera chez nous au mois de janvier pour vendre sa lessive, par exemple. Et dans un style différent de James Cameron, même si ça n'a pas vraiment de rapport, hier est mort Jean-Marie Straub. Eh oui, Voilà. ça a un peu à voir. On n'avait pas. Ah non, c'était pas Cameron, c'était McKernan au tambour. Oui. On avait passé un Strobuet et. C'est méchant, mais moi je pensais qu'il était déjà mort en fait. Bah super, bravo. Mais c'est sa femme donc qui était. Oui, était qui est déjà morte il y a décédée. 8 ans ou C'est ça. 10 ans. C'est moi qui a fabulé le temps pour moi. Désolé. Rob la Grillet personne- est mort par contre. Hein Mais Rob Grillet est mort. Oui, mais ça fait longtemps. Oui, un petit moment. Alors Oui. autant Marguerite Godard, Duras, Marguerite Duras aussi. Oui, ça oui. fait longtemps aussi. Oui, oui. autant Godard a eu droit à une couverture médiatique hallucinante, autant Straub, la personne n'en parle. Hein. Si. 2-3 petits Oui, trucs, bah, écoute. par-ci par-là, mais bon. Bah voilà. écoute, il avait qu'à être comme Jean-Luc, est drôle. C'est vrai. Voilà, comme quoi l'humour ça tient, ça tout. Alors sinon demain plusieurs choses qui sortent en salle, pas beaucoup dont on parlera vraisemblablement, mais il y a quand même des choses qui sortent. Il y a Les Miens, le film de Roche Dizem, film de famille apparemment. Ouais. Il y J'ai a vu la le, bande-annonce. Bon. le Menu avec Ralph Fiennes, un film sur la cuisine a priori, j'imagine. Un grand sous-genre du cinéma actuel. Avec la jeune Anna Taylor-Joy, non? À la Ah oui, Joy elle aussi, est je crois, dedans, oui, voilà, exact. Ralph Fiennes. C'est un thriller apparemment. Oui. Je sais pas, Ouais, avec de la huis cuisine. clos, Il n'y a pas eu un Cyril film de Lignac, cuisinier il y a genre Si, 6 mois. avec cet acteur irlandais, un film Qui en jouait séquence dans- dans ouais. une cuisine, voilà. Ouais, voilà, avec des histoires Avec de. Stephen Graham, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Ouais, que j'ai pas vu. Il y a une chouette. série sur la cuisine aussi en ce moment, The Bear. Tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est Ah oui. super. Alors, sachant que les. Enfin, C'est à la je voudrais mode. pas dire du mal de la cuisine anglaise. mais enfin, Quand même. c'est quand même bien abusé. on sent qu'ils essayent de cacher quelque chose quand même. Oui, quoi. exactement. Sinon, il y a le nouveau film de Alice Diop après son documentaire Nous, Saint-Omer, donc qui sort demain. On en parlera peut-être la semaine prochaine. Ça vend du rêve. Hein. Oui. Au niveau de rêve et de rigolade, il y a le nouveau film de Jafar Panahi, Aucun ours, Qui vend du rêve aussi. qui font du rêve aussi. Il y a le film sur l'enquête MeToo, donc ça s'appelle She Said. C'est un peu comme le film d'enquête des pédophiles dans l'église avec Marc Ruffalo il y a quelques années, là, dont j'ai oublié le nom. Spotlight. Spotlight. Spotlight, exactement, qui a l'air d'être un peu dans le même esprit. Ouais, sauf que là, ça sent bien l'opération hollywoodienne Ah de bah. rattrapage de. Il faut qu'on se rattrape tout de suite parce qu'en fait, Et on n'a il y pas a géré, le- on n'a pas géré, on n'a pas Sinon, géré, on n'a il pas y a géré. le nouveau film de ce tocard de Luca Guadagnino qui avait fait Call Me Ah oui. By Your Name et le remake horrible de C'est Suspiria, très très mauvais. avec toujours ouais. Timothée Chalamet qui s'appelle Bones and All. Mais remake horrible. Bon, quand même, Non, c'est Suspiria. remake, moi je m'étais fait un peu chier. Ah bah quand même, complètement, 2h30, oui, on peut Mais le par dire. contre, en y réfléchissant, je trouve que finalement, il y a quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas une proposition qui m'a plu, mais au moins le mec allait pas dans un remake con, quoi. Ah, c'est. Tu vois, au moins le mec allait dans quelque chose qui était radicalement Il est dans différent. un remake chiant. Voilà. Voilà. Bon, C'était un peu, par fallait contre, faire. Et donc, c'était un peu dans chiant. le demain aussi pour vous les mélomanes et dans le même esprit que Timothée Chalamet, il y a le film Indochine Central Tour, donc le concert d'Indochine au cinéma. Voilà. Ça sera sans moi. Bon, enfin, Ça me faisait déjà chier quand j'étais gamin, c'est pas pour aller écouter ça maintenant. écoute, à l'époque c'était pas mieux. Hein. Donc voilà. Bah, écoute, je suis désolé, j'ai l'âge d'avoir entendu Indochine quand j'avais 10 ans et c'était déjà naze. Tu Oui. dois avoir un vinyle quelque part de ça. Non, non, j'ai même pas de Et vinyle. pourtant, il y en a Non, de la merde, j'ai- hein, J'ai un vinyle techno de Jean-Marie Bigard, mais j'ai pas de vinyle Indochine. Alors, je sais qu'en plus ça va te faire plaisir, mais Michel Sardou repart sur les routes l'année J'ai vu prochaine. ça et il est prêt à écraser des vélos. Oui, et c'est complet. Déjà, en moins de 10 minutes, Bah, les c'est Zéniths quand étaient dans complets. une France qui est quand même majoritairement à droite, il est normal que Michel Sardou Que son plus beau représentant. partage son public avec Jean-Pax Meffray. Quand même. Oui, là, il y a Jean-Max Meffray. Vous allez me traiter de réac. Ouais, exactement. Exactement. Ce que j'ai en vinyle par contre, Ça fait pas là. Ça m'étonne pas. que j'ai acheté sur titre. Ah, Voilà. bah oui. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ma discographie honteuse. Oui, parce que c'est pas le dernier. Jetons quoi. un voile pudique Voilà. là-dessus. Donc Si voilà, vous voulez bien. on va passer à la section critique de cette émission et on va tout de suite parler d'Armageddon.
En attendant Godard sur Syllab, donc c'était les Clash avec Armageddon Time, qu'on peut entendre donc dans le dernier film de James Gray, Armageddon Time, tout simplement. Donc son nouveau film de James Gray, 3 ans après son film de SF Ad Astra. Et donc James Gray, comme tous les réalisateurs révélés par le cinéma indé américain dans les années 90, il a dépassé les 50 ans, donc comme Paul Thomas Anderson, comme Quentin Tarantino, comme Richard Linklater ou comme d'autres réalisateurs un peu plus vieux comme Kenneth Branagh ou Alfonso Cuarón, il fait un petit peu sa crise pour faire un retour sur son propre passé, et donc faire un film sur sa jeunesse, ou en tout cas sur l'environnement de sa jeunesse, avec une petite vibe nostalgique, mélancolique, qui va le mettre en scène. Sauf que, à l'inverse de comme ses différents camarades, lui, il y va encore plus sur le terrain de l'autobiographie filmée, donc en parlant de sa propre jeunesse et de ses propres parents par un biais peine fictionnalisé, puisque donc dans le monde du film qui se déroule en 1979 dans le Queens, là où James Gray a été élevé, un descendant d'immigrés ukrainiens. Donc là, la famille ne s'appelle pas Gray mais Graff, et il ne veut pas faire du cinéma mais faire du dessin. Bon, l'analogie est tout de même relativement évidente et assez aisée, en tout cas le fil est assez évident donc à tirer, et James Gray via ce film autobiographique où le grand-père est interprété par Anthony Hopkins et ses parents par Anna Thaoué et Jeremy Strong, alors que son propre rôle est incarné par le tout jeune, il a 11 ou 12 ans si je ne m'abuse, Banks Repeta. Donc il va dérouler finalement un film qui est assez commun à tous ces longs métrages, à tous ces films, qui est évidemment la question à la fois de la filiation, de la fraternité et du lourd héritage du passé. Héritage à la fois donc de descendants d'immigrants arrivés plus ou moins malgré eux donc sur le continent américain, famille plutôt de la classe moyenne on va dire, et de voir qu'est-ce que tout cet héritage-là a eu comme influence sur lui et sur le travail qu'on verra après par la suite dès son premier film The Yards et ensuite Little Odessa. Non, Little Odessa c'est le premier. Oui, c'est ça, c'est Little Odessa d'abord. En tout cas, ce sont des thématiques et des motifs qui soient à la fois narratifs et visuels qu'il traite et retraite dans tous ses films, et que donc là il le déroule d'une manière je ne dirais pas vulgaire, mais en tout cas plus évidente évidemment que les fois précédentes, parce que là c'est une véritable autobiographie donc de son propre parcours et de son amitié quand il avait 12 ans, quand on l'a forcé à quitter l'école publique pour entrer dans des écoles privées qui sont donc les écoles de la réussite, bien évidemment, puisque les différents membres, par exemple, de la famille Trump venaient faire des discours de motivation aux élèves, mais aussi du coup de son amitié contrariée avec un autre gamin de son âge, qui a un an de plus parce qu'il a repiqué, donc qui est un jeune gamin issu d'un milieu beaucoup plus défavorisé, d'autant plus qu'il est noir. Donc ce qui évidemment sur des questions de racisme dans l'ère américaine de la fin des 70, début 80, d'une famille d'immigrés juifs ukrainiens face à un jeune noir des quartiers, on va dire, évidemment il y a une certaine tension qui se crée au sein de la famille, d'autant plus que le petit James Graff est donc quand même un sacré petit con à qui on a envie de foutre un sacré paquet de claques, mais donc heureusement que le gentil papy Anthony Hopkins est là pour le rassurer et lui apprendre à être un mensch, car donc c'est quand même bien de cet héritage-là qu'il s'agit, de cette tradition, on va dire, des pays de l'Est mêlés avec la tradition américaine, que donc quand même, il faut un petit peu s'endurcir et être un homme. Et donc être un homme, ça passe par le fait d'en chier et de ne pas faire ce qu'on veut. Être mensch, c'est pas un homme, c'est être un homme bien. Oui. Être un mensch, c'est pas tout à fait pareil qu'être juste un homme. Il y a quand même cette dimension-là d'être un homme, mais un homme bien, ce qui va amener donc évidemment toutes les contrariétés possibles au personnage du jeune James Graff, qu'on revoit aussi bien évidemment par la suite dans la filmographie de James Gray. Donc docteur et Justine, vous avez vu le film de James Gray. Donc Justine, pour votre retour, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oh, le retour, tu me lâches dans le bain. Exactement, démerde-toi. Alors, comme tu l'as dit, c'est un thème quand même assez rebattu ces derniers temps. Linklater, Apollo 10,5, le Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Le prochain Spielberg aussi, je crois que c'est complètement ça. Il va drainer un peu sa jeunesse, son adolescence. Donc, j'attendais pas grand-chose de ce film-là, sachant que j'avais pas aimé les derniers Gray. Je me suis à peu près arrêtée à Little Odessa, The Yards, et après j'ai un peu lâché l'affaire. Tout l'over, c'était déjà trop pénible, un petit peu trop maniéré, peut-être. Mais du coup, j'en attendais pas trop, et vu le thème pas éculé, mais pas très original, je me suis dit où est-ce qu'il va aller chercher son petit grain, en fait, sa patte à lui.
Et là où j'ai trouvé le film vraiment intéressant, c'est que je trouve qu'il se place vraiment du point de vue de l'enfant. Et lui vient a posteriori, c'est-à-dire qu'il n'a pas un espèce de regard surplombant ou condescendant par rapport à sa jeunesse, mais il est plutôt à hauteur de ce gamin qu'il était en fait. Du coup, je trouve le film pas du tout, pas du tout surplombant. De fait, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de motifs, on va dire formels dans le film qui le montrent. Je pense notamment à la séquence où le jeune Paul se fait battre par son père dans la baignoire, à un moment où voilà, en fait, il a fumé un joint à l'école avec Johnny, son camarade, pour se marrer. Il savait pas trop ce que c'était. Il s'est fait choper et du coup s'ensuit une scène de violence au ceinturon, assez rude de la part d'un père qu'on ne soupçonnait pas forcément violent parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il arrivait à instaurer une quelconque autorité dans les repas. Il est plutôt effacé dans le reste. Voilà, on sentait que c'était un peu une pièce rapportée dans cette famille très soudée autour des liens de la famille juive et tout ça. Lui est juif aussi, son père, mais moins socialement éduqué, on va dire. Il est plombier, voilà, c'est pas trop la folie des grandeurs. Donc j'en viens à cette scène-là où le père frappe son fils à l'aide d'une grosse ceinture. Et en fait, la caméra, c'est tout simple, mais c'est une contre-plongée, c'est-à-dire qu'on a vraiment le visage de Paul complètement effrayé par la figure de son père qui l'écrase. Et du coup, déjà, direct là, on se met de son point de vue à lui. Même d'un niveau de jeu de cadre et de façon de prendre les choses dans l'image, on est quand même souvent à l'auteur du gamin, ce que je trouve assez jouissif à voir parce que du coup... Parce qu'il le tient en plus. Absolument, il est là dans quasiment chaque plan, l'enfant en fait. C'est lui qui est complètement le fil rouge de son histoire. Et il y a aussi cette dualité qu'il a entre un monde familial assez... où les valeurs sont très fortes, où pour être bien, il faut faire ceci. Sa mère est par exemple elle donne des cours pour aider à tenir un budget, quoi. Voilà, donc elle est déléguée des parents d'élèves. En plus, elle est déléguée des parents d'élèves. Bon, ça c'est un running gag assez drôle dans le film parce que chaque fois son fils pense que ce côté familial très soudé autour de la figure du patriarche qui est donc joué par Hopkins, mais on voit effectivement tout ce microcosme où les repas sont importants et c'est autour des repas où les nœuds de l'intrigue font presque se forger. Oui, et comme tu dis, l'intrigue elle se catalyse ici parce qu'il y a vraiment ces moments où il est en plein dans le cadre familial un peu trop enveloppant pour lui, où du coup lui il a envie de vivre plutôt d'art, ses parents le refusent. Il trouve vraiment beaucoup d'aide auprès de deux piliers, de figures un peu tutélaires qui sont d'une part son grand-père, donc joué par Anthony Hopkins, qui va le comprendre peut-être plus que quiconque, et la deuxième personne c'est évidemment son camarade, son ami Johnny, et les deux ont la même passion pour l'espace, pour la NASA, ils en parlent sans cesse et on voit cette envie d'aller ailleurs. Et finalement le film, malgré son côté un peu enveloppant, la photographie de Konji contribue à ça, quelque chose d'assez automnal, un peu chaud. Mine de rien, c'est vachement morose et c'est vachement désenchanté. C'est que j'ai trouvé le film d'une tristesse, mais absolue. D'autant plus qu'on est, encore une fois, je le répète, mais du point de vue de l'enfant. C'est pas James Gray. Alors, on le connaît, lui. James Gray, de manière générale, ça aspire quand même rarement la santé. Non, c'est quand même quelqu'un d'un peu sombre, un peu cynique, et ça se ressent dans le film, mais il n'a pas mis ce regard d'adulte-là sur l'enfant qu'il était. C'est qu'à posteriori, il refait vivre, en fait, sa jeunesse une deuxième fois, comme elle l'était, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça d'une force vraiment assez inouïe, ce qui rend le film... doux amer, vraiment même hanté. On sent que évidemment il est complètement travaillé par les questions de quête un peu de l'Amérique idéale, du racisme, de l'antisémitisme, des grandes valeurs comme ça un peu morales, qui je trouve à certains moments sont aussi les écueils un peu convenus du film. On a des tirades un peu comme ça, notamment de Anthony Hopkins, aussi de Johnny, de son père, de sa mère parfois, si elle ne fait pas que pleurer, parce que j'ai trouvé que c'était pas l'élément fort Anna Thaoué dans ce film, passons. Et du coup, ces écueils-là rendent un peu
trop le côté, je trouve, un peu facile des fois d'attraper comme ça cette histoire au vol dans la bouche d'un gamin, ou en tout cas dans ses yeux, dans ce que lui perçoit. J'aurais préféré qu'on élude complètement ces morales un peu faciles. Disons que si on reste du point de vue du gamin, c'est vrai qu'il comprend quand même vachement de choses. Mais c'est ça, oui, mais en fait, on n'a pas. Je trouve que ce soit l'image, le son, la mise en scène, on n'a pas besoin de nous appuyer ça. Je trouve que juste par son regard et par les choix qui sont faits par ailleurs, on le comprend bien. Et là, j'avais un peu l'impression d'être prise pour une neuneu, à me dire bon, alors si t'as pas compris, voilà quels sont les enjeux, tout ça. Sauf que il y a quelque chose de très fin par ailleurs, malgré là ces écueils un peu facile, c'est quand on nous présente les Trump comme étant des mécènes du collège, l'école où il se trouve, l'école d'excellence. On les a quelques plans dans le film. Ça suffit en fait à montrer vraiment la fracture qu'il y a entre d'une part Johnny, cet enfant complètement désargenté, noir, qui vit des stigmates pas possibles, l'autre enfant Paul qui est lui issu d'une famille qui vient d'Ukraine, juive, donc qui a déjà aussi un passif assez lourd. Qui se croit très riche, une famille très aisée, qui finalement on se rend compte que là aussi il y a une désillusion, c'est qu'ils sont pas tant que ça et qu'ils sont pas aussi socialement acceptés que ce qu'ils aimeraient. Et du coup, on a quand même cette fracture-là dans le Queens, vraiment, donc l'État de New York qui est pas non plus le plus strass et paillettes. Et je trouve que ça suffit en fait. C'est qu'il y avait toutes les bases et je sais pas pourquoi il a voulu en rajouter une couche. Alors, j'entends, c'est quand même de façon assez modérée et sporadique dans le film. C'est pas non plus tout le long, ce qui fait que le film est d'ailleurs assez agréable à regarder, malgré ce côté un peu amer qu'on a quand même dans la bouche à la fin. Mais je lui trouverais quand même quelques problèmes un peu plus convenus, un peu plus consensuels, où je me dis que certes, là, il s'est attelé pour une fois à mettre en scène de façon peut-être plus classique qu'à l'ordinaire les problématiques, ou en tout cas en passant pas par le genre, quoi. Voilà, sans passer par le genre comme ce qu'il a fait auparavant. Et ça, je trouve ça absolument formidable et plutôt bien maîtrisé, sauf à quelques moments où je trouve que ça se perd un peu, quoi. Docteur. Alors moi j'ai pas tout à fait vu le film comme ça. Alors déjà, juste une remarque, faut quand même bien réaliser que c'est un remake des 400 coups, hein. Oui, bah oui. Le vol de l'ordinateur, c'est le vol de la machine à écrire. Le comportement du personnage principal, c'est un Antoine Doinel, en fait, le personnage qu'on a dans ce film-là. Donc on est complètement dans cette démarche, justement, où le personnage principal... Il est plus sympathique, Doinel, parce qu'il y a de la gouaille, plus que le perso, ouais. Une gouaille différente de... Oui, mais il y a un côté petit con. Oui. Tu vois, il y a un côté petit con qui fait que, en fait, on met un peu de temps, en fait, à accepter, justement, son point de vue. Ce qui, moi, je trouve, est toujours une démarche assez intéressante, mais qui montre bien aussi, par contre, le regard du réalisateur. Alors, deuxième chose, moi, sur ces questions de racisme et tout ça, j'avais assez peur, moi, justement, de qu'on tombe, justement, dans le comment dire, le film, ce qui est un peu en train de devenir Hollywood aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu la leçon de morale permanente, et qui est assez, et qu'on trouve malheureusement chez certains réalisateurs afro-américains. Je pense notamment à si Beale Street pouvait parler, ou des films comme ça où il y a de Barry Jenkins. Voilà, ou Barry Jenkins. Alors moi, je me suis vraiment fait chier, quoi. J'ai vraiment trouvé ça, pour le coup, vraiment appuyé, alors qu'à l'inverse, des films comme Queen and Slim ou comme Judas and the Black Messiah, au contraire, justement, parlaient du racisme de manière, à mon avis, beaucoup plus subtile et élégante. Pas élégante, mais subtile. Et ben moi, je rangerais quand même le James Gray plutôt de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que ce que montre le film, à mon avis, c'est pas l'histoire d'une prise de conscience politique. Ce que montre le film, c'est une phrase. Il y a une phrase que dit Anthony Hopkins dans le film qui, pour moi, est une phrase qui est un peu de la phrase matricielle de tout le film. À un moment, il dit « Les dés sont pipés ». Et à mon avis, c'est dans cette réplique-là que se trouve le centre de ce dont, à mon avis, James Gray veut parler. C'est-à-dire, ce qu'il montre, en fait, c'est cette famille juive qui vit dans l'illusion qu'elle va pouvoir s'intégrer. Et cette illusion, elle passe par plusieurs strates. Elle passe par l'oubli de l'Holocauste, c'est la scène du repas, où les gamins ricanent parce que le père recrache son café, alors qu'à l'évidence, ça ne fait pas rire du tout les plus anciens. C'est la croyance des États-Unis comme terre de toutes les opportunités. Et c'est la croyance des parents dans le fait qu'il faut que leurs enfants réussissent mieux qu'eux. Ce qui pousse les parents à inscrire le gamin dans l'école privée, alors qu'à l'évidence, il n'a rien à faire là.
Et en fait, c'est ça qui est cruel quelque part presque dans le film, c'est que le regard que Gray porte sur sa propre famille, c'est en fait, il montre à quel point sa famille vit dans un mythe complet. Et c'est là que justement que le personnage du gamin afro-américain, moi je trouvais super intéressant, parce que lui il sait que les dés sont pipés. Il le sait depuis il le sait depuis qu'il est né. C'est-à-dire qu'il le sait et tous les Afro-Américains avec lui le savent. Ils savent que si un flic doit choisir entre un blanc et un noir, il choisira un noir. Et ça, malheureusement, c'est pas une vue de l'esprit. C'est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui aux États-Unis. C'est pas du tout une vue de l'esprit. Cette espèce de racisme rampant que la famille juive possède également, qui passe son temps à parler des Noirs, des Asiatiques, de manière dépréciative, comme si quelque part leur statut, comment dire, l'Holocauste effaçait leur statut d'exilé. Or, du point de vue, et c'est là où Anthony Hopkins, je trouve, à des moments, je trouve qu'ils sont vachement bien, où il explique justement sa propre expérience, lui, à l'université, où on lui a fait comprendre qu'on avait déjà trop de juifs dans la classe, et que finalement, quand il y a une crise ou quand il y a un problème, ils redeviendront des juifs. Oui, parce ils n'ont jamais cessé. Changer leur nom. Voilà, de Grafenstein. Ils peuvent changer leur nom, ils peuvent s'intégrer, ils peuvent boire du Coca-Cola. Au fond, ils resteront des juifs. Mais sauf que eux vivent dans cette illusion qu'ils ne le sont, qu'ils peuvent être autre chose que des juifs, alors que le personnage de Jonathan Davis, lui, sait qu'il sera toujours ramené à sa couleur de peau, et qui sera même ramené à sa couleur de peau par des gens qui sont afro-américains comme lui. Il y a la scène dans le métro, notamment, qui est hyper dure, moi, je trouve. Voilà, avec deux grands qui viennent pulvériser son rêve d'astronaute, qui elle aussi est une illusion, qui quelque part est une illusion. C'est l'idée que je vais pouvoir m'élever dans la société, sauf que c'est tout à fait excusable quand on a 12-13 ans. Quand on est parent, ça devient beaucoup plus problématique, parce que ça veut dire qu'on transmet à ses enfants une vision complètement illusoire de ce qu'est l'Amérique. Et le fait que ça se passe au moment juste avant l'élection de Reagan, et qu'il y a la scène de l'élection de Reagan, qui n'est pas le centre du tout du sujet, mais que quand il y a la scène de l'élection de Reagan, les parents ne comprennent pas. Ils disent, c'est tous des idiots de la côte... Le père dit, c'est tous des idiots de la côte Est à la côte Ouest, et il ne se rend pas compte que quelque part, il en fait partie de ces idiots, parce que ce qu'il essaye d'éduquer, la manière dont il essaye d'éduquer son fils, par la violence en partie, ou par la coercition, et en croyant qu'en l'inscrivant dans une école privée, il va mieux réussir que dans une école publique, quelque part, il applique. C'est ça qui est terrifiant, moi je trouve. C'est ça l'ironie tragique du film, c'est ça. C'est que cette famille-là est hyper bien intentionnée, et en fait, ils appliquent pas à pas le programme politique de Ronald Reagan. Et donc, quelque part, les dés sont pipés parce que les gens, malgré eux, en fait, sont conditionnés à agir d'une certaine manière qui va justement aboutir après à Trump, qui va aboutir à ça. Et donc, à mon avis, Gray, beaucoup plus que ça. Alors, il parle évidemment de sa perception du monde, et je trouve que les scènes sur la musique, les scènes avec son pote et tout, moi je trouve voilà, c'est plutôt bien vu. Mais je pense qu'en filigrane derrière ça, pour moi, il parle vraiment de peut-être pas du moment où ça commence à coincer dans l'Amérique, parce qu'évidemment il y a tout ce de l'individualisme américain. Mais voilà, comment est-ce que il y a des moments crus. Mais moi je trouve qu'il y a des moments qui sont c'est jamais, et je trouve justement que c'est pas si appuyé que ça, parce que je trouve que la conversation avec le père, par exemple, quand il revient du commissariat de police à la fin du film, et que le père lui dit bah ouais, c'est pas juste, mais voilà, ce qu'il faut, c'est survivre, donc tu prends ce qu'on te donne, et puis tu marches, tu vois, et il dit un truc qui est terrible, il dit faut toujours se souvenir de quand quelqu'un t'a fait la courte échelle, sauf qu'entre faire la courte échelle à quelqu'un et lui marcher sur la gueule, il y a finalement qu'une différence d'intention. Et pour moi, c'est ça, c'est des gens qui se rendent pas compte, en fait, qui sont plus du tout en état, en fait, de se rendre compte, parce qu'eux-mêmes ont leur lot de souffrance, eux-mêmes ont leur lot ont leur passé et tout ça. Et j'ai trouvé justement que, alors peut-être pas tout le temps, peut-être pas pendant tout le film, mais moi j'ai trouvé Anthony Hopkins très bien. Moi je l'ai trouvé super dans ce film-là. Moi je trouve qu'Anthony Hopkins, plus vieillit, mieux, je trouve quelque part mieux il joue, en fait. C'est fini le Anthony Hopkins grimaçant des années 90-2000. Oui, j'aimais bien moi Anthony Hopkins. Mais moi aussi j'aime bien Anthony Hopkins qui surjoue. Mais là je trouve qu'il est, voilà, je trouve que moi il y a des moments où j'ai vraiment il faut encore des conneries. Ouais, bien sûr. Mais là il y a des moments où j'ai vraiment été ému. La scène de l'hôpital, par exemple, où voilà, je trouve qu'elle est super. C'est juste un geste. Il y a pas de grandes larmes. Et souvent chez James Gray, voilà, il y a pas de grandes larmes. Et moi c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est que il y a pas trop de pathos. Non, il y a cette mélancolie, il y a cette tristesse, mais qui est une tristesse. Cet état dépressif. Non, qui est une espèce de tristesse poétique, en fait. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est une espèce de tristesse poétique. Et effectivement, ce côté enveloppant, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et en même temps, moi, je l'ai pas trouvé désagréable, ce côté. Et j'ai pas trouvé ça chaud. Moi, j'ai trouvé ça froid, justement, comme film. La photo de Kanji, moi, je l'ai trouvé.
justement pré-hivernal, voilà, ça c'est l'automne, c'est-à-dire on arrive dans l'hiver, voilà, on arrive dans le dur, quoi, on arrive dans la période où ça va pas être facile, quoi. Déjà que l'automne c'est nul à chier. Et tu sens tout ce, tu vois, les scènes dans le métro avec les graffitis qui, je trouve, reproduisent vachement bien tu vois, on voit quasiment jamais le New York extérieur de ces années-là, mais par contre le métro c'est vraiment typiquement ça, c'est-à-dire des gamins en uniforme qui se retrouvent dans des trucs avec des clodos, avec je trouve qu'il arrive à la fois à mêler ses souvenirs avec, pour moi, quelque chose de plus large, en fait, sur ce que va devenir l'Amérique, en fait, et sur cette inconscience totale des gens qui sont en train de vivre cette période-là, de ce que va devenir leur pays, des espoirs qu'ils ont et de comment tous ces espoirs, en fait, sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, enfin, je sais pas, moi, je suis pas américain, mais comment, pour moi, est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire encore au rêve américain? Enfin, qui peut croire au rêve américain à part les Américains eux-mêmes? Enfin, je veux dire, quand on est à l'extérieur des États-Unis, on voit bien à quel point c'est de la pensée mythique. C'est comme, pour moi, c'est une forme de religiosité, quelque part. Et n'étant pas quelqu'un de très religieux, j'ai toujours du mal à me mettre à la place des gens qui embrassent justement un mythe au point justement de constituer leur vie autour de cette pensée mythique. Et en même temps, je trouve ça très attachant. Anna Tawai, par exemple, on peut trouver qu'elle pleure trop. Moi, je trouve qu'elle est bien, moi, dans ce film-là. Je trouve qu'elle est plutôt bien dans ce film-là. Il y a une scène, par exemple, dans le couloir où elle est fâchée contre son fils et on pense que c'est son père qui est violent et elle qui est pas violente. Et il y a un moment, elle le chope par la gorge. Et moi, c'est con, hein, mais tout d'un coup, je me suis dit, bah ouais, voilà, c'est cette famille que t'as envie d'aimer et qui est hyper imparfaite, quoi, qui est violente, et moi, j'ai trouvé ça intéressant de pas romantiser sa propre famille. Et de pas quelque part romantiser non plus cette relation d'amitié avec ce petit gars à qui le héros tourne le dos super rapidement, enfin voilà, où on sent qu'il balance entre plein de sentiments, enfin voilà. J'ai trouvé que je pense qu'il y a plus à bouffer que ce que peut-être le film pourrait laisser penser à première vue sous forme de chronique familiale. Donc Armageddon Time de James Gray, encore actuellement dans vos salles, un film quand même qui n'est pas tout mal. On va passer absolument tout autre chose, on va aller du côté horrifique de l'Amérique et on va sortir du passé. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était le groupe Litige avec Sortir du passé. Et du passé, donc on va en parler dès à présent avec deux films d'horreur tout récents qui viennent de sortir. Barbarian de Zach Cregger et X de T. West. On va commencer par donc Barbarian, un film avec des mystères, un film avec des caves. Et Barbarian, comme X, on sait... Des caves à Détroit, quand même, en précisons bien. Cette cave est important. Deux films qui ont quand même aussi la particularité de s'inscrire dans un sous-genre du film d'horreur assez commun depuis quelques années qui est la vieux-exploitation qui fait peur. Parce que donc il y a là aussi des vieilles, comme dans beaucoup de films récents, genre Abuela de Paco Plaza. Spooky Grandma. Voilà, Spooky Grandma. Donc voilà, parce que donc on sait que de manière générale les vieilles ça fait peur, mais des vieilles à poil ça fait encore plus peur. Moi ça me fait super peur. Alors les vieilles d'une manière générale, hein, mais pas que à poil, hein. À poil pas à poil. Moi les vieux me font peur tout le temps. Ok, Yann Wax. Donc Barbarian. Je suis désolé, hein, je veux dire, ça me fait peur. De quoi que ça parle? Eh bien ça parle d'une petite zouze qui donc va à Détroit pour un entretien d'embauche. Elle a pris un Airbnb, elle a pas de bol dans son Airbnb, donc évidemment elle arrive la nuit, il pleut, il fait pas beau, il fait froid. Et là, dans ce Airbnb, il y a un autre gars qui est déjà là, qui est joué par un des fils Skarsgård, qui joue le clown dans Hit. Voilà, donc il est tout de suite flippant. De manière générale, ils ont à peu près tous la même gueule avec un niveau de muscles différent. Et ils sont tous un peu chelous quand même, y compris le père. Donc je suis pas sûr que ça soit la même famille que que Northman. Non, c'est pas le même. Les Skarsgård. Oui, c'est ça. C'est différent. Ouais, c'est ça. Il me semble qu'il y a des petits trucs d'orthographe. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce barouf? Et donc, ils vont se demander un peu, ils vont se raconter un petit peu leur vie. Et là, excellente idée. Tiens, il y a une cave. Et comme tous les gogos des films d'horreur, ils disent, tiens, mais il y a une cave. Si on allait voir dans la cave... Tout le monde sait qu'il ne faut jamais aller voir dans les caves de manière générale. Et surtout, tout le monde sait que les caves américaines sont particulièrement flippantes. J'ai jamais trouvé ça nulle part en France. Et très très grandes. Très grandes les caves américaines. Et donc là, évidemment, patatras, il y a un truc horrifique. Et qui va se passer? Sauf que... Cut. Et on va passer à un nouveau personnage qui est interprété par Justin Long. Qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qu'on est bien content de revoir. Qui lui a une petite affaire de MeToo au cul, on va dire. Et donc lui aussi, comme par hasard, ça tombe bien, il va tomber dans la même maison que nos deux jeunes suscités. Et là, patatras, horreur
par-dessus l'horreur. Et donc de ce film, d'un premier long métrage donc de Zach Cregger. Deuxième en fait. Deuxième. Oui, le premier est une comédie potache à l'American Pie dont apparemment le réalisateur a très honte Ah. et dont il ne parle jamais dans ses interviews. Il a bien tort, dis donc. Si ça se trouve, c'est vachement mieux. Non, c'est pas bien du tout. Enfin, moi j'ai vu quelques extraits sur Red Letter Media, ça a l'air catastrophique. Et donc dans ce deuxième long métrage, Zach Cregger qui on va dire écrit un film comme un garçon appliqué des méthodes du film d'horreur. Donc il y a plusieurs choses qui fonctionnent très bien dans le film. Un début que je trouve très chouette, un milieu que je trouve pas mal et une fin que je trouve pas top. Donc on va dire que ça va un peu de mal en pis dans le film. C'est une sorte de film à sketch en fait. Voilà un peu ça, mais des sketchs qui du coup se rejoignent dans la troisième partie, enfin de manière plus ou moins harmonieuse on va dire. Et donc je sais qu'on a parlé en off avec JB avant l'émission. Effectivement il y a des choses qui sont très belles dedans, qui sont très bien faites, notamment des ressorts horrifiques qui fonctionnent très bien. Après moi je suis pas hyper objectif, parce que comme je suis une grosse flippette comme de merde, à chaque fois que je vois un truc dans le noir et qu'il y a une cage, je fais Je me rappelle d'une séance de cinéma avec Jean-Baptiste, la Casamouda. La Casamouda, où je n'ai pas vu le film et JB n'a rien entendu du tout parce qu'il s'est bouché les oreilles. Sachant qu'il n'y a pas grand chose à voir dans la Casamouda. Non, peut-être, mais ça marchait quand même. Ça marchait bien. Je sais pas du tout si le film était bien, mais on était des bons clients de ça. Très bien. Donc sur le ressort horrifique, je serais pas hyper objectif, parce qu'en gros sur moi ça a marché, mais bon, ça ne veut rien dire. Et j'ai sur des ressorts de scénario, donc je pense on va reparler, j'ai eu quelques réserves, on va dire. Par contre, Thibaut, mon cher, vous avez vu ce film de Zach Cregger, vous avez aimé? Oui, j'ai aimé. J'ai trouvé que le film était du moins intéressant. Tu m'as dit super Barbarian. Oui. Disons que j'ai pris du plaisir, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et j'ai pris du plaisir devant un film d'horreur où je ne voyais pas trop la redite. Donc ça, c'est encore plus intéressant. C'est pas comme X, dont on va parler peut-être tout à l'heure, où là, il y a les potards de Massacre à la tronçonneuse qui sont poussés à 2000. Mais ici, en fait, ce qui est très intéressant, pourtant au début, j'avais peur, parce que je me t'ai dit, un film sur la condition urbaine de Détroit, est-ce que le film n'arrive pas un petit peu tard après It Follows, après Don't Breath, après même il y avait Only Lovers Left Alive aussi. Only Lovers Left Alive, après il y avait même Kogan, il me semble, de Andrew Dominic qui se passait à Détroit. Et donc en fait cette Détroit exploitation, peut-être qu'elle a été un petit peu passée de mode, donc là ça me faisait un petit peu flipper, mais heureusement le réal ne va pas appuyer en fait sur ce contexte géographique qui est ultra présent et va se concentrer sur une seule chose ou plusieurs choses, c'est comment arriver à faire peur avec différents leviers horrifiques. Alors il y a cette première heure qui est très maîtrisée. Alors bien entendu on sent que le réal a bien révisé son petit John Carpenter pour les 40 premières minutes en fait, parce que la césure se fait à la 40e minute, avant que le perso de Justin Long n'arrive. Oui, et en fait, voilà. Donc cette première partie est très intéressante parce que il va s'occuper à rendre cette maison, à rendre les deux personnages ultra inquiétants l'un vers l'autre, malgré, on disait en off, malgré des dialogues un peu coup-ci, coup-ça, mais les acteurs jouent très bien, sont très impliqués, donc là ça fait extrêmement plaisir, et surtout il y a une gestion de la baraque qui est absolument inouïe. Un jeu sur les focales, un jeu sur les amorces de plan, et on a l'impression que cette maison s'étire en longueur, en profondeur. Donc là, il y a un jeu qui me plaît beaucoup. Et puis après, il y a ces ruptures du ton qui fait que le film, les barbares du film ne vont pas être ceux qu'on croit au final, parce que Justin Long est un immense salopard, un but de sa personne, narcissique, violeur par-dessus le marché. Bref, au bûcher. Mais voilà, cette notion de barbare en fait change de point de vue, et je trouve qu'en fait l'horreur n'est plus seulement un aspect, on va dire, purement de flip, mais c'est un aspect un peu plus sociétal. Donc voilà, il délaisse du coup Détroit et la crise économique et tout ce qui s'ensuit, même s'il y a des petits trucs sympas sur voilà, moi j'ai créé les laboratoires à Détroit, tout ça, enfin les Rennais comprendront, je fais des friches artistiques, tout ça machin. Mais voilà, il délaisse un petit peu le truc pour aller sur d'autres types d'horreur, et le film se termine, sans trop spoiler, mais ça termine en gros en film de monstre, hein. On va dire ça comme ça. Un film de vieille à poil. Oui, un film de vieille à poil, donc un film absolument monstrueux. Donc voilà, toutes ces trois parties-là se rejoignent. Le film est un poil long, on va pas se mentir, hein. Il y a des aspects aussi qui auraient mérité d'être plus développés. Cette partie avec l'ancien, là, dans cette banlieue très colorée, sortie d'un Édouard Romain d'Argent, qui avait pris encore plus d'acide. Donc ça aurait pu être développé, mais néanmoins, c'est une belle ouvrage, et au moins un film d'horreur qui digère ses influences et qui a surtout quelque chose à proposer en termes de pur cinéma. Docteur Massuet. Ouais, moi je suis assez d'accord, parce que
le film débarque en fait dans un contexte du cinéma horrifique et d'épouvante qui est quand même désastreux, il faut bien le dire. Il n'y a plus rien qui sort dans ce domaine-là. Pas aux États-Unis en tout cas. Non. En Australie un peu quand même. Ouais, mais chez les Canaries, tu la vois, même chose, à part des trucs de Blumhouse, là c'est une production à 24. Oui, c'est un 24, c'est ça. Ouais. Et du coup, moi, le cinéma américain d'épouvante, maintenant je peux plus regarder ça me parle absolument plus, ça m'ennuie profondément. C'est à 24. Barbarian, c'est du Universal ou du... Parce que c'est non, alors c'est la Fox. Oui, non, c'est Disney Plus qui a récupéré le truc. C'est la Disney Plus qui a récupéré le truc, mais justement, en fait, tu sens pas le truc A24 Elevated d'horreur mon cul là, où en fait, non, il fait un film d'horreur, c'est tout. Et c'est suffisant. Et c'est ça qui m'a plu aussi. Genre, il assume vraiment ce côté-là. Il essaye pas de plagier des trucs ou de refaire des trucs qui ont déjà été faits. Il propose un truc vraiment original. Alors, il y a des trucs qui vont pas dans le film, ça a clairement été dit. On va pouvoir en reparler. Mais je trouve que moi, il y a un truc que je retiens quand même avec ce film-là, c'est qu'il m'a fait quelque chose. C'est-à-dire que concrètement, j'y repense encore. Alors que la production horrifique contemporaine, je regarde le film, une heure après, je l'ai oublié. Enfin, même une demi-heure après, je l'ai oublié. Disons qu'il y a plusieurs fois où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est ça, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, où est-ce qu'il veut, où veut-il en venir ? C'est ça. Et en fait, au début, je me disais, mais, ok, c'est un artifice d'écriture qui peut être un peu problématique. C'est qu'en gros, il nous fait des ruptures narratives pour faire des ruptures narratives, pour surprendre le spectateur et du coup faire un peu parler de lui, etc. Donc au début, j'étais un peu dubitatif. Puis en fait, c'est après coup, en y réfléchissant, je me suis dit, ah mais d'accord, essayons de comprendre pourquoi il m'amène dans cette direction. Et en fait, en bout de ligne, je me suis dit que le film avait des choses à dire, alors que après la première vision, je me suis dit, je pense qu'il n'a pas grand-chose à dire en réalité. Et finalement, si, je pense qu'il a quand même quelque chose à dire. Et en l'occurrence, cette question de la Detroit Exploitation, etc., autour de la ville de Détroit, je trouve pas du tout que ce soit le cœur du film. Je pense que le film raconte pas du tout ça. En fait, le film est un espace mental, et je pense qu'il raconte simplement l'espace mental de ce Justin Long, en fait, puisque tout le film tourne autour de lui, en réalité, puisque c'est pas juste que c'est la coïncidence, il arrive dans cette baraque, c'est que la baraque lui appartient, c'est sa maison. Ce personnage qui est accusé au départ de viol, en fait, et lui se dit, ah mais pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire, et il commence un peu à s'en défendre. Sauf que il y a une scène où c'est hallucinant, dans la scène de bar, c'est quand c'est ouf. Son pote, c'est le réalisateur, c'est le réalisateur du film qui joue le rôle de son pote. Dans sens aussi, où finalement il avoue en fait qu'il a violé, mais sauf que lui se dit, mais c'était pas un viol, je comprends pas. Et donc on se rend compte à ce moment-là que ce personnage est un odieux personnage, alors qu'au début on se dit voilà, il se fait quand même accuser, alors que visiblement il a pas fait. Et en fait si, il a vraiment fait. Donc il y a une sorte de retournement de situation. C'est hyper intéressant de se rendre compte que finalement le film nous amène sur l'espace mental de ce personnage-là, puisque le fameux sous-sol de la maison on ne sait pas trop ce qu'il représente, ce sous-sol-là qui est complètement impossible, on l'a dit que cette maison apparaît s'étirer, etc. En fait c'est le subconscient de ce perso quand on y réfléchit. C'est juste le subconscient du personnage. Et donc quand il rencontre le vieux, c'est lui-même. Mais c'est lui en fait. C'est un effet miroir. C'est son ça en fait. C'est ce qu'il est profondément, c'est-à-dire un type qui réduit les femmes en esclavage, qui les viole, qui les fait enfanter. En gros, il réduit les femmes à l'état de femme ou à l'état d'enfant. Et il se contente de ça. En gros, une femme doit allaiter et nourrir et élever un gamin. Il n'y a rien d'autre. Et c'est là l'ironie du film, c'est que l'héroïne du début qui n'a pas confiance et qui se méfie à juste titre de ce mec qui est censé partager le Airbnb avec elle, se retrouve finalement avec un mec beaucoup plus prédateur, tout à fait, contre lequel elle va essayer de l'aider dans une situation où elle peut pas se permettre de se méfier de lui parce qu'elle a besoin de lui pour pouvoir. Exactement. Et donc du coup il y a une espèce d'ironie permanente là-dedans qui est vachement intéressante. Et du coup c'est vrai que le côté Détroit années 80, le flashback dans les années 80, c'est moins pour montrer la déchéance de cette ville, c'est en fait pour montrer aussi l'époque, cette époque hyper problématique en termes politiques en fait. Et de la transmission de l'horreur. Voilà, et qui finalement parasite ou contamine tout l'inconscient américain par la suite. Enfin, je pense que le James Gray finalement il fait un peu dans le même sens finalement. Je trouve qu'il y a un très beau plan, c'est elle arrive de nuit et on voit un panneau de nuit comme ça sur la rue en fait qui est tout obscur et puis en fait on voit le lendemain matin quand c'est de jour et qu'elle sort pour son entretien et là on découvre l'état de délabrement du quartier. Ça j'ai trouvé que c'était une très belle idée de faire plan de nuit, plan de jour avec quasiment le même cadrage pour et de se dire ah ouais d'accord, ok, c'est ce quartier là, voilà, d'accord, ok, ça a l'air, on a qu'une envie de se barrer quoi. C'est ça. Alors du coup je trouve que le film a ce côté ludique parce qu'effectivement on le suit sans déplaisir, on se demande où il va nous amener, donc il y a un côté très attractif là-dedans. C'est bien fichu, on a envie de savoir où il nous amène, etc. Le film peut décevoir à la fin, en se disant mais finalement je comprends pas ce qu'il veut faire à la fin, et en fait je pense que tout est assez cohérent du point de vue. En fait c'est cohérent, et effectivement de vouloir mettre de la politique ou de l'idéologie dans un film d'horreur, c'est finalement un trope assez classique, que ce soit les films de Romero, Carpenter, machin. Après c'est pas forcément fait de la manière la plus coulante qui soit, ce qui peut participer peut-être à la vision du film qui est un peu pas lâché, dogmatique mais un peu lourd.
c'est-à-dire qu'il impose son point de vue. dans des discours on est un peu comme chez Jordan Peele, quoi. dans des propos ouais. en fait ou des paroles qui sont un peu appuyées. Mais c'est mieux que Jordan Peele, parce que Jordan Peele, il y a pas de confusion possible. Son discours, il est littéral. Alors que là, t'as quand même une première lecture où tu peux dire, ok, c'est un film sur Détroit, non, c'est un film sur ça, et on sait pas trop sur un film sur quoi en fait. Et c'est après coup, moi, c'est en réfléchissant après, je me dis, On ne sait pas il sur y a quel peut-être pied un lancer. autre- voilà, il y a peut-être un autre niveau de lecture. Et Moi, alors j'ai- que Jordan Peele, c'est pas ça. Moi, Il y a pas d'autre niveau moi, de lecture. j'ai trouvé que le dernier plan, notamment du film, toute dernière scène du film, et bah écoute, moi, aussi bizarre que ça puisse paraître, moi, je me suis senti super ému par le monstre. Ouais, carrément. Ah bah, Et bien je me sûr, suis dit, bah au moins le film, il arrive au moins Mais à parce que produire cette espèce de truc Je suis pas d'inversion allé qui sur là mes aussi yeux. est très classique et qui est pas si simple que Mais ça à parce que c'est réaliser. pas un monstre en réalité. Bah, parce qu'en fait, c'est ça. Comprends. Ouais. C'est C'est vieille à poil. Voilà. Bah oui, c'est juste une pauvre femme. C'est une quoi. victime, en fait, c'est une ça qui est victime. terrible. Exactement. Non, mais Exactement. que je suis d'accord avec le doc, c'est qu'arriver à poser. Comme je disais, à la fin, on est sur un film de monstre, et arriver à poser de l'émotion. Mais c'est ça, les grands films de monstres aussi. C'est qu'à la fin, on a de la pitié pour King Kong. C'est qu'à la fin, on a de la pitié Pour ou de la créature de l'émotion Frankenstein. pour la créature de Frankenstein, pour le loup-garou et tous les monstres du cinéma d'horreur. Et là, on a de l'émotion vis-à-vis de cette pauvre femme en fait qui s'est fait défoncer par l'espèce de plombier des Horrible, services là, publics, ouais, là, c'est- horrible là. Ouais. Donc, Et juste un ça, point ça- quand même. ça, c'est Un agréable. truc que je retiendrai de ce film, c'est quand même une séquence où c'est la première fois depuis très longtemps que ça m'arrivait. Je riais en même temps que j'ai flippé. Ouais, il y a du grotesque, il y a du grotesque. Le aussi. moment où Justin Long découvre la cave et qu'il se rend compte qu'il y a des pièces secrètes dans sa cave. Ouais. Et qu'il va pouvoir mesurer. et on va refaire la séquence horrifique qui faisait trop peur au début. Et en fait, lui, il prend un mètre et il mesure le tout mur. le pognon qu'il va pouvoir, Ouais, tout le pognon qu'il va pouvoir est gagner. énorme en fait. Et il descend dans la cave avec son mètre. Mais c'est génial, cette séquence, c'est aussi drôle que terrifiant. Quoi. C'est-à-dire que le mec est tellement abruti, Et quoi, c'est ça. c'est-dire qu'il sent pas du tout le coup venir. Alors que On la le fille, caractérise super la bien. fille, quand elle ouvre la porte et qu'elle regarde l'obscurité, Et elle dit, non, j'y vais pas. Non, j'y vais pas. Et elle finit quand même par y aller. Mais bon. Ouais, c'est mais ça. au départ, elle a quand même pas envie d'y aller. Ouais. Non mais il faut vraiment le voir. Je pense Et l'actrice qu'il est très vaut bien. le détour. L'actrice Ouais, est très bien. Je super, sais mais plus tous- comment elle s'appelle. tous Georgina les- sont Campbell. mortels. Ouais. Eh ben, elle est très bien. Elle est très très bien. Donc Barbarian de Zach Cregger, on va pas avoir le temps de parler de X de T. West, film qui est moyen. Qui valait pas trop le coup, faut bien le dire. Mais peut-être qu'on pourra Alors, faire apparemment, avec il faut le Pearl. regarder. Apparemment, il faut le Ouais. regarder en Avec double Pearl. programme avec Pearl, apparemment, Voilà. qui est le préquel. Donc on en reparlera Ouais. peut-être plus tard. Voilà, finalement, vous savez, ce sont les aléas du direct. On est à la gigabourg. Donc on va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment de la cette notion plus de grande physique. merde des merdes. Les coups de cœur, Docteur Massuet. Eh ben moi c'est Top Gun Maverick que j'ai découvert hier. Fuck soir. yeah Mortel. Fuck yeah Qu'est-ce que c'était bien, mais quel ouais. panard. Ah ouais. là 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 là. C'est beau le cinéma. Qu'est-ce qu'on aime Tom, quoi. Ah, Ah, oui. c'est génial. Non, vraiment, c'est un film parfait de bout en bout. Un Tom Cruise movie dans toute sa splendeur. Ah bah voilà, c'est du Tom Cruise porn. Hein, c'est- Ah, c'est formidable. Et une bande dessinée absolument incroyable qui s'appelle Démon de Jason Shiga, qui est une sorte de pavé de 800 pages qui commence avec un type qui veut se suicider, qui essaie de se pendre et qui se réveille dans la même chambre d'hôtel où il s'est pendu. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et il essaie de se suicider plein de fois. Et il se rend compte qu'il n'arrive pas à mourir. À chaque fois, il se réveille dans le lit. Il dit qu'est-ce qui se passe? Et à partir de ce postulat, Genre il sans te fin. construit un récit incroyable, on dirait du Rick et Morty sur 800 pages, avec une idée qu'ils exploitent jusqu'au bout. C'est brillantissime. C'est un mathématicien, enfin il a une formation de maths, et ça se sent. C'est hyper maîtrisé. Il arrive tous les mystères du début, il le résout de façon incroyable. C'est mortel. C'est une page turner. Les 800 pages, je les ai dévorées en, je sais plus, en 3-4 heures. D'une traite. C'est incroyable. Thibaut. Alors moi ça va être la Féline, Jacques Tourneur, le fantastique, le hors-champ, tout ça, mais surtout le regard de Simone Simon. Merci. Justine. Moi, je change parce que j'ai pas le temps de parler de musique. Du coup, c'est la série Sévérance. Ah oui, j'ai pas vu. Voilà, que j'ai vu un peu là en retard récemment, que j'ai vu trop vite parce que c'est un instinct un peu primaire d'addiction. Voilà, tout n'est pas très très bien, mais la plupart du temps c'est excellent et les acteurs sont géniaux. Donc ouais, on est sur une très vite le petit plot, on est sur du coup une entreprise qui décide d'implanter des puces à leurs employés afin qu'ils aient une dissociation, donc sévérance en anglais, entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, qu'ils ne se souviennent pas de l'un et l'autre. Ça crée un gros bazar, ça pose beaucoup de questions sur le grand capital, donc c'est vraiment très bien et ouais, c'est un petit bonbon comme ça addictif. Et, Il paraît que c'est très bien. Beaucoup Docteur, de retours. merci. Moi, ce sera un livre pour une fois. Tiens, ce sera un bouquin d'entretien avec Fellini qui s'appelle Je suis un grand menteur, qui est pas tellement un bouquin sur les films, mais qui est vraiment un bouquin sur ce qui se passe dans la tête de Fellini. Donc, on parle énormément de l'enfance, de psychanalyse jungienne, et puis de comment que les idées viennent dans la tête.
Voilà, donc c'est assez intéressant pour les gens qui s'intéressent à la question de la créativité artistique. Merci docteur, et moi donc ce sera un film que j'ai revu de Adam Curtis de 2009, I Felt Like a Kiss, que j'ai voulu revoir suite. On en parlera dans quelques semaines de la parution au début décembre chez Façonnage d'un livre sur Adam Curtis, donc Pandore, le monde dans l'œil de Adam Curtis, mais on en reparlera le moment venu. Merci à toutes et à tous, merci Justine d'être revenue nous voir, merci Thibaut à la technique. Merci Thibaut. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Ciao. Bonsoir.